Bonjour. Alors, sujet intéressant aujourd'hui, quelle différence entre toxine botulique d'un côté et acide hyaluronique de l'autre? Si vous êtes ici devant cette vidéo, c'est que vraisemblablement, tout cela n'est pas clair dans votre esprit. Et aujourd'hui, effectivement, bien que cela fasse maintenant longtemps que ces produits soient à notre disposition, eh bien il y a encore beaucoup de patients et de patientes qui ne font pas bien la différence entre les deux. La cause est vraisemblablement due à une information qui est discordante à ce sujet et qui continue avec le temps à être discordante. Pour autant, c'est simple. La toxine botulique entraîne une paralysie des muscles et l'acide hyaluronique, comme vous le voyez ici, apporte du volume. Toutefois, malgré cela, vous êtes nombreux, lors des consultations, sur les forums, à travers vos propos, à témoigner des informations lacunaires et contradictoires à ce sujet. C'est donc l'objectif de cette vidéo que d'essayer d'apporter des réponses claires et de vous permettre de bien différencier l'intérêt de l'un et l'intérêt de l'autre. Je me présente, je suis le docteur Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en chirurgie esthétique, mais j'exerce également en chirurgie plastique pédiatrique à l'hôpital d'enfants Necker Enfants Malades à Paris. Je suis installé depuis 1994 et j'ai donc, je pense, une certaine expérience que je vais aujourd'hui partager avec vous pour que vous puissiez bien discerner les différences d'usage entre ces deux produits. Commençons par la toxine botulique. Comme son nom l'indique, c'est une toxine. Et comme son nom l'indique, on s'attend à ce qu'elle crée des problèmes, mais pas a priori à ce qu'elle apporte du volume. Elle n'existe pas à l'état naturel dans nos tissus, et cette toxine a pour effet, lorsque l'on l'injecte, de paralyser en partie ou en totalité, comme vous pouvez le voir ici sur cet exemple, les muscles qui sont la cible de leur injection. L'acide hyaluronique, comme son nom ne l'indique pas, est un produit qui existe naturellement dans notre organisme. Il participe à la fonction et à la jeunesse de nos tissus. Il va permettre d'apporter, comme sur l'exemple ici, du volume ainsi que de l'hydratation. Voyons maintenant le rôle respectif de chacun de ces produits. La toxine botulique est donc capable de paralyser les muscles. C'est donc qu'elle peut contrôler leur action. Dans le même temps, elle est donc capable d'éviter les conséquences de leur action. Comme illustré dans le cas présent, si je sais, parce que cela est systématique, que l'action d'un muscle, par exemple ici celui qui abaisse les coins de la bouche, va entraîner progressivement et de manière systématique avec le temps l'apparition d'une cassure de la peau, d'une ride, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, si de manière précoce, chez les sujets qui ont une hyperactivité de ce muscle-là, je bloque l'activité, en partie ou en totalité, sachant que la ride apparaît parce que la peau est mobilisée, contrainte par l'activité du muscle, eh bien, si le muscle n'a pas d'activité, la peau ne sera pas marquée. Ainsi donc, je vais pouvoir réaliser une véritable prévention. Comme cette ride est la conséquence de l'activité du muscle, c'est donc l'unique solution qui permette d'éviter qu'elle n'arrive. Et il n'y en a pas d'autre, comme vous voyez dans l'exemple présent. Alors, si cette protection est réalisée suffisamment précocement, comme illustré ici, eh bien, une fois que la toxine fait son effet, il n'y a plus aucune ride. Si par contre, comme dans le cas suivant, nous prenons le train un peu en retard, eh bien cela a au moins le mérite d'arrêter l'évolution de cette ride qui va cesser de se creuser, ce qui nous permettra de mettre un peu d'acide hyaluronique dedans, de manière à l'estomper, comme illustré ici. Ainsi, nous pouvons dire qu'il y a eu un avant et un après la toxine botulique. C'est un véritable changement de paradigme. C'est aujourd'hui un outil incontournable dans la prévention du vieillissement des parties de la face au niveau desquelles apparaissent des signes de vieillissement en rapport avec l'action des muscles de la mimique. C'est ce qu'on appelle les rides d'expression. Voyons maintenant l'acide hyaluronique. Nous avons vu qu'il apportait de l'hydratation et du volume. Eh bien, en gros, il y a 4 situations. La première des situations, c'est l'existence d'un manque. Ce manque peut être vrai, c'est-à-dire une perte de volume, comme par exemple dans le cadre d'une perte de poids. Cela peut être également un manque relatif, c'est-à-dire un déplacement vers le bas, comme illustré sur ce schéma, à cause de la perte d'élasticité de la peau, des volumes situés à la partie haute du visage qui vont se diriger vers la partie basse, comme vous pouvez le voir ici.
Nous avons donc en raison d'un manque l'apparition de creux à la partie haute et en raison d'un excès, par accumulation, l'apparition de signes de vieillesse à la partie basse. Alors dans ce premier exemple, nous pouvons compenser une perte de volume due au poids par une injection au niveau de la pommette. Dans ce second exemple, nous pouvons camoufler les manifestations basses du vieillissement par accumulation, bien que ce ne soit pas le traitement logique, ça revient au lifting, mais lorsque cela est peu important, eh bien comme vous le voyez, cela peut être dissimulé en utilisant cet acide hyaluronique pour faire disparaître ou estomper les plis. Cela également peut être utilisé au niveau des plis d'amertume, comme vous le voyez sur cet exemple. Cela peut également être utilisé dans le petit creux qui existe devant les bajoux, comme illustré sur cet exemple, de manière à faire disparaître entre guillemets la bajoux qui se retrouve fondue dans l'ensemble de l'ovale, avec l'inconvénient que globalement cela surcharge l'ovale, alors qu'un lifting permettrait de l'alléger. Mais cela dépend du moment où on se situe. Deuxième possibilité, il existe des creux et des bosses que grâce à ce pouvoir volumateur, on va pouvoir combler. Premier exemple ici, au niveau des cernes. Vous voyez que l'injection d'acide hyaluronique permet de combler très correctement et de faire disparaître les cernes. Cela est également visible sur ce second exemple avec un résultat tout aussi efficace et naturel. Cela peut être utilisé au niveau du nez lorsqu'il existe des bosses. En injectant effectivement sous la bosse et au-dessus, cela permet, comme vous le voyez dans ce premier exemple, de fondre dans la ligne de profil la bosse, même si globalement le nez est un peu plus volumineux. Comme vous le voyez également illustré sur ce second exemple, eh bien, cela offre des possibilités de résultats tout à fait étonnantes et cela a donné naissance à ce qu'on appelle maintenant les rhinoplasties médicales, lesquelles, comme vous voyez sur ce dernier exemple, donnent des résultats parfois vraiment incroyables. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Troisième possibilité, on peut chercher à modifier une forme, comme par exemple celle des lèvres. Voilà sur ce premier exemple une augmentation de volume avec un arc de Cupidon qui sépare la lèvre blanche de la lèvre rouge qui est un peu mieux dessinée. Sur ce second exemple, nous voyons également un arc de Cupidon un peu mieux dessiné avec une augmentation de volume un peu moins modérée. L'objectif étant chaque fois d'avoir des modifications qui vont dans le sens d'un embellissement, d'un côté plus sensuel, mais tout en restant parfaitement naturel et non détectable. Revenons maintenant à notre toxine botulique. Elle peut être utilisée si l'on veut modifier la position de certains éléments anatomiques en vue d'obtenir certains résultats. Ça peut concerner les sourcils comme la bouche. En effet, si l'on agit sur les muscles qui élèvent ou si on agit sur les muscles qui abaissent, on va entraîner un déplacement des sourcils ou de la bouche. Plus exactement, des coins de la bouche. Alors, dans ce premier exemple, en injectant les muscles qui sont abaisseurs des sourcils, on permet à ces sourcils de remonter. Lorsqu'ils remontent, ils permettent, comme vous le voyez, de lifter une partie de la peau qui peut être en excès au niveau des paupières supérieures. Cela a pour effet de diminuer les plis sur les paupières supérieures et d'ouvrir le regard. Sur ce second exemple, cela peut s'appliquer au coin de la bouche. Si l'on affaiblit les muscles qui ont tendance à faire descendre les coins de la bouche, eh bien, que ce soit d'un point de vue statique ou d'un point de vue dynamique, les coins de la bouche vont remonter et la forme de celle-ci va s'en trouver modifiée. Revenons de nouveau à notre acide hyaluronique pour s'intéresser maintenant à la durée de son efficacité. Eh bien, nous avons vu que la durée était en gros corrélée à la réticulation et à la localisation dans laquelle se situait le gel. D'une manière générale, dans les zones qui sont les plus mobiles, plus le gel est en surface et plus il est peu réticulé, moins sa durée de tenue va être importante, globalement entre 3 mois et 1 an. À l'inverse, plus le gel est réticulé, plus il est profond, et à distance des zones mobiles, plus il va durer longtemps, en l'occurrence de 12 à 18 mois, voire plus, parfois 2 ans. L'acide hyaluronique est injecté avec des canules ou avec des aiguilles, à l'endroit où le creux est le plus marqué, et donc où le besoin se fait sentir. Voyons maintenant ce qu'il en est pour la toxine botulique. La toxine botulique est injectée avec de petites aiguilles, très précisément au niveau des muscles cibles, là où la contraction est la plus importante, comme illustré sur cette photo. C'est effectivement là qu'il y a le plus de jonctions neuromusculaires qui sont la cible de la toxine botulique. Sur cet autre exemple, au niveau du cou,
on s'aperçoit que si le muscle est important, il va falloir disséminer le long du muscle les points d'injection pour obtenir le résultat qui est ici et qui est très satisfaisant parce qu'il aide à prévenir le vieillissement de la peau au niveau du cou. La durée d'action de la toxine botulique, c'est-à-dire la durée de la paralysie qu'elle va entraîner, en gros, est de l'ordre de 3,2 à 3,5 mois, toutes toxines confondues. Il va y avoir chez des patients, en raison de susceptibilités particulières, des paralysies plus courtes et chez d'autres patients, des paralysies plus longues. Et ce, quelle que soit la toxine. Terminons maintenant ce rapide panorama avec les problèmes auxquels on peut être confronté. Pour ce qui est de la toxine botulique, le cas le plus fréquent, le plus connu vraisemblablement, c'est ce qu'on appelle le méphisto, comme illustré ici. En fait, la partie du front qui se situe au-dessus d'une partie du sourcil, en l'occurrence la partie médiane ou la partie externe, n'a pas été traitée de la même manière que la partie interne. Elle reste encore vigoureuse et à l'élévation du sourcil, on a donc cet aspect un peu diabolique avec la partie médiane ou externe des sourcils qui remonte. Il suffit d'injecter là où apparaissent les rides et le problème est réglé. Ensuite, nous pouvons avoir des asymétries qui sont dues soit au fait qu'on n'a pas tenu compte d'asymétries préexistantes et ou que l'on a disposé la toxine de manière non homogène, comme illustré sur ce cas présent. De la même manière, il faudra là où l'hyperactivité existe injecter de la toxine pour revenir à la normalité. Ensuite, même si la liste n'est pas exhaustive, le cas le plus connu est celui de la descente du releveur de la paupière supérieure. En injectant le front, pour une raison qu'on ignore, la toxine botulique va diffuser jusqu'au muscle qui relève la paupière. Cela va entraîner une fermeture partielle qu'on appelle un ptosis. La bonne nouvelle, c'est qu'en injectant un muscle le long du bord ciliaire, comme vous le voyez ici, on peut obtenir une ouverture tout à fait correcte et qui permet d'attendre la fin d'action de la toxine. Car effectivement, l'intérêt de la toxine botulique, c'est que les problèmes qu'elle peut poser sont très rapidement solubles dans le temps, puisque dans la grande majorité des cas, au-delà de 3 mois et demi, il n'y a plus rien. Ça n'est pas tout à fait le cas en ce qui concerne l'acide hyaluronique. Donc nous allons voir les problèmes maintenant. Il y a, en gros, des problèmes qui peuvent être dus, comme au niveau des cernes, avec un excès de résultats. Il y a également des problèmes que l'on peut obtenir au niveau des pommettes, quand parfois certains se laissent aller à des quantités étonnantes, voulant à tout prix éviter les liftings, comme sur le cas présent. Nous pouvons avoir également des problèmes au niveau des lèvres, au niveau desquels il n'est pas souvent facile d'obtenir une parfaite symétrie. Mais le problème le plus important est en fait lorsqu'il existe passage d'acide hyaluronique dans une artère. En effet, l'artère va se boucher soit à l'endroit où a été fait l'injection, soit à distance. Et quand une artère se bouche, le tissu qu'elle irrigue en aval n'est plus perfusé, n'a plus d'oxygène et il peut arriver qu'il disparaisse complètement. Alors, sur le cas ici présent, il s'agit d'une atteinte de la partie distale de la pointe du nez qui survient le plus souvent dans les suites d'une intervention de chirurgie esthétique qui a porté sur le nez et qui a modifié les repères anatomiques, rendant plus hasardeuse l'injection à cet endroit-là. C'est pour ça que d'une manière générale, on évitera d'aller injecter dans des zones qui ont été opérées. Parce que comme vous le voyez ici, normalement, cela ne pose pas de problème. Voilà, j'en ai terminé avec ce panorama qui, j'espère maintenant, vous permet de différencier plus facilement quel est l'usage de l'un, quel est l'usage de l'autre. J'espère que vous avez passé un moment agréable, que vous avez appris beaucoup de choses et que cela vous sera utile pour vos projets futurs. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez retrouver le texte et les photos de cette présentation sur mon blog. Le lien sera dans la description. Vous pouvez également aller sur mon site internet dans les parties qui correspondent à la toxine botulique et à l'acide hyaluronique. Vous pouvez aller également visionner sur ma page YouTube le reste des vidéos de médecine esthétique et également celles qui concernent la chirurgie esthétique. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook, sur la page Instagram, faire part de vos commentaires, poser des questions si vous en avez, proposer des sujets également. Nous regarderons ça. Et n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Je vous remercie.